Tout d'abord, j'aimerais remercier le gouvernement saoudien qui nous a donné la possibilité de mener ces négociations entre représentants russes et américains. Je voudrais remercier le prince héritier Mohammed Ben Salman lorsque, avec M. Mouchakov, ils ont discuté de façon bilatérale et ensuite ils ont vu comment il était possible de garantir, sinon une conciliation totale, cela n'est pas possible, mais en tout cas comment de grandes puissances peuvent tenir un dialogue professionnel et peuvent s'entendre pour tirer les leçons de ce qui s'est passé et de ne pas permettre de nouveaux conflits, de nouvelles crises. C'est la position du prince héritier, suite à quoi nous avons pu négocier avec la partie américaine. Marco Rubio, de manière liminaire, a souligné l'importance de défendre pour chaque pays ses intérêts nationaux. Nous sommes entièrement d'accord avec cela et nous sommes d'accord aussi sur le fait que ces intérêts nationaux ne correspondront pas toujours, loin de là, mais lorsqu'ils ne correspondent pas, il est très important de ne pas provoquer de confrontation et de quelque type que ce soit. Et lorsque les intérêts nationaux correspondent, eh bien, il faut tout faire pour faire des efforts et unir nos efforts dans cette direction et réaliser des projets mutuellement avantageux, tant dans les domaines politiques qu'économiques. Ainsi, je pense que les discussions ont été extrêmement utiles. Nous nous sommes non seulement écoutés, mais aussi entendus en se basant sur le fait que la partie américaine comprenait mieux notre position avec des exemples concrets. Nous sommes parvenus à divers accords. Le plus urgent et probablement ce n'était pas le plus difficile, c'était le fait de garantir l'envoi d'ambassadeurs dans nos deux pays. Ensuite, lever les obstacles qui, pendant de nombreuses années, sous la direction de Biden, ces 4 dernières années, ont été mis au sein de nos missions diplomatiques qui ont rendu très difficile le travail de ces missions diplomatiques et qui ont beaucoup gêné nos diplomates avec notamment les questions liées à notre immobilier et qui ont posé l'ensemble des problèmes, notamment pour les transferts bancaires très limités. Ainsi, nos adjoints se sont mis d'accord sur une rencontre et ont essayé de lever les obstacles à nos discussions dans le cadre des missions diplomatiques et des ambassades, que ce soit en Russie ou aux États-Unis, et sans se concentrer sur les phénomènes concrets liés à ces obstacles, et essayer de trouver des solutions systémiques pour mettre fin à ces difficultés qui alourdissent les relations normales. Le deuxième accord sur lequel nous sommes entendus, c'est la formation d'un processus pour le règlement du conflit ukrainien. Les Américains ont communiqué qui serait présent à Washington et nous sommes mis d'accord sur le nom du président et comme le président Poutine l'a dit au président Trump, eh bien, nous avons désigné aussi notre participant à ce processus. Troisième élément de ce plan, c'est créer les conditions dans le cadre du processus lié au règlement de la crise en Ukraine et créer parallèlement des conditions
pour que notre coopération se renouvelle, et ceci dans de nombreux domaines. Il y a beaucoup d'intérêt. Nous voulons reprendre les consultations en matière, pour ce qui concerne les problèmes géopolitiques dans les différentes parties du monde où la Russie a des intérêts. Et nous sommes intéressés sur le développement d'une nouvelle coopération économique. Pour discuter des questions économiques, eh bien, lors de notre rencontre d'aujourd'hui, le responsable du fonds d'investissement russe, M. Dmitriev, était donc présent et a présenté des problèmes qui existaient et qui pourraient être réglés rapidement. Nous passons à vos questions. Alexandre Christienko, chaîne Russie 1, Russie 24. Est-ce que vous avez réussi à rapprocher vos positions sur la crise ukrainienne? Et si oui, on voudrait savoir selon quelle voie vous avez réussi à rapprocher vos positions sur la question ukrainienne. Est-ce que vous avez pu préparer une base qui permettra au président de se rencontrer? Et quelles vont être les étapes suivantes très prochainement, notamment en matière de rencontres entre les présidents et d'une manière générale sur l'ensemble de la question ukrainienne et des autres questions. En ce qui concerne les questions sur lesquelles nous avons pu trouver un accord de compréhension, ça ne veut pas dire forcément que nos positions sont rapprochées, mais je l'ai dit, il s'agit du fait que nous sommes d'accord qu'il faut résoudre la question du fonctionnement de nos représentations diplomatiques. Et sur les questions de notre dialogue, sur les questions internationales, sur la question de coopération économique, nous avons noté un intérêt réciproque pour trouver des solutions. En ce qui concerne la thématique ukrainienne, je viens de rappeler cet accord sur le fait que les États-Unis vont nommer un représentant et nous ferons de même de notre côté. Et ensuite, des consultations seront organisées à caractère régulier. Et vous avez aussi parlé d'autre chose? Oui, pour la rencontre entre les présidents. Oui, justement, nous nous sommes rencontrés sur ordre des présidents, justement pour préparer un nouveau sommet. Et dans cet objectif, les ministres des Affaires étrangères et les conseillers en matière de sécurité nationale ont reçu l'instruction de se rencontrer et d'envisager les conditions avant de faire en sorte qu'effectivement les deux présidents puissent discuter et donc de prévoir une date concrète pour une telle rencontre. Yegor Piskunov, RT International, après l'achèvement de ces discussions, des informations circulent sur certains qui sont proches du milieu diplomatique disent qu'il y aurait plusieurs étapes de règlement entre les États-Unis et la Russie concernant l'Ukraine. Est-ce que c'est vrai? Et avant de telles rencontres, est-ce que les États-Unis auraient envoyé des formulaires aux pays d'Europe pour savoir un petit peu quelles sont les garanties de sécurité qui peuvent être proposées? Et notamment, il y a une question qui porte sur un contingent européen en Ukraine. En ce qui concerne la première question, c'est-à-dire les 3 étapes. Je n'ai pas vu cette information, je n'ai pas vu de message là-dessus. Simplement, aujourd'hui, quand j'ai parcouru les nouvelles, j'ai vu un lien à la déclaration du ministre polonais des Affaires étrangères, M. Sikorski, qui disait dans les couloirs de la conférence de Munich avoir rencontré un représentant américain, en l'occurrence M. Kellogg, et Kellogg lui aurait dit qu'il y aurait un certain plan de règlement. Il n'a pas question de 3 ou de 4 points. Il s'agit simplement, Kellogg a dit qu'il ne pouvait pas exposer ce plan, que ce plan est particulier, mais en tout cas, il est intéressant. Et donc, j'ai demandé aujourd'hui à M. Rubio, à M. Waltz, ce que signifie. Ils ont dit que c'est une fausse nouvelle. La deuxième question, concernant des informations qui circulent
selon laquelle les Américains auraient posé des questions aux pays européens sur la façon de mieux comprendre ce que veut faire l'Union européenne. Et ici, les conseils des Américains pourraient être intéressants. J'ai évoqué cette question, mais j'ai aussi évoqué le thème concret portant sur le déploiement de troupes de maintien de la paix après que le conflit aura été réglé. Est-ce qu'il y aura un accord sur un contingent dans ce document qui concerne les Américains sur le plan de savoir quels sont les pays qui peuvent y participer? Ce qui est clair, c'est que cette question est adressée aux pays de l'Union européenne. Nous avons expliqué à nos interlocuteurs que nous avons bien noté que le président Trump, dans plusieurs de ses interventions, a été le premier par les pays occidentaux. Il a dit que faire venir l'Ukraine dans l'OTAN était justement une des causes de ce conflit. C'est une erreur gravissime de la part du président Biden et que sous lui, cette erreur n'aura pas été commise. Et à cet égard, nous avons expliqué à nos interlocuteurs que le président Poutine avait souligné à plusieurs reprises que l'extension de l'OTAN vers l'Est et l'intégration de l'Ukraine était une menace directe aux intérêts de la Fédération de Russie en matière de souveraineté. Et que par conséquent, et c'est ce que nous avons expliqué aujourd'hui, l'apparition de troupes armées de ces mêmes pays de l'OTAN, mais sous un autre drapeau, que ce soit l'Union européenne ou de drapeaux nationaux, ça ne change rien. C'est inacceptable pour nous. Deux questions. La veille des accords, les Ukrainiens ont frappé la base de Kropotkinskaya par laquelle le pétrole américain et européen traverse le Kazakhstan. Est-ce que c'est une ligne rouge de la part est-ce que c'est une note envoyée à Trump par Zelensky? Et est-ce que dans le cadre de ces discussions, aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu d'autres déclarations de la part des pays européens? Alors, cette nouvelle provocation et cette attaque contre une infrastructure énergétique qui appartient au Kazakhstan, en fait, ici, on peut trouver tout un tas de sortes d'explications. Qui a donné cet ordre à Kiev? Il y a quelqu'un qui a donné cet ordre, c'est clair. Mais cela ne fait que renforcer l'opinion selon laquelle c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et il y a cet homme et toute son équipe doivent être raisonnés. Il faut leur donner un coup sur les doigts pour qu'ils se calment. Il y a peut-être un moratoire à établir sur le fait qu'il ne faut frapper des infrastructures énergétiques. Nous n'avons jamais porté de dommages à la sécurité de la population civile, mais nous avons uniquement frappé des sites stratégiques pour les troupes ukrainiennes. Je vous rappelle qu'il y a eu un accord qui avait été conclu. Il y avait les médiateurs turcs qui étaient prêts à proposer un moratoire pour protéger justement ces sites énergétiques. Nous étions d'accord. Votre deuxième question, c'est la volonté ou les déclarations des pays européens de participer aux négociations. Est-ce que c'est lié à d'autres déclarations sur les droits historiques? Je ne sais pas. Il y a des discussions qui sont en cours. Les responsables politiques en Roumanie en ont parlé très récemment. Je ne vais pas anticiper. Hier, Zelensky a déclaré qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats des discussions entre les États-Unis et la Russie. À quel point, selon vous, la participation de Zelensky lui-même est importante? Est-ce qu'on peut compter sur sa participation? Je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est un sujet qui a été traité en détail par le président Poutine dans
une interview à Pavel Zarubin. Je n'ai rien à ajouter. Dernière question. Les tentatives de saboter ces discussions, que doit entreprendre la Russie pour éviter toute provocation et préserver le processus de négociation? Et considérez-vous que les États-Unis comprennent mieux la situation? Alors, cette volonté de saboter les relations entre la Russie et les États-Unis, il est clair que déjà il faut remettre en place ce contact. Il y a encore des points qui nous séparent, mais en tout cas, l'approche de principe pour la poursuite de notre travail a été déterminée par les présidents lors de l'entretien téléphonique et nous avons ressenti la pleine volonté, l'intention de nos collègues américains d'avancer dans cette optique, continuer à avancer conformément aux ordres des présidents. Et c'est ce que nous allons faire aussi.